Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Delphine Cuny, rédactrice en chef adjointe finance du journal La Tribune. Je suis ravie d'être là ce soir pour animer ces 3 débats sur la régulation des cryptoactifs et des émissions de jetons. Un sujet à la fois technique, technologique, juridique, polémique et politique. Le premier volet sera consacré à la réglementation des ICO, les offres au public de jetons, cette nouvelle forme de levée de fonds qui n'était pas encadré jusqu'ici en France, mais le sera bientôt dans le cadre de la loi Pacte, qui a donc été adoptée en première lecture à l'Assemblée le 9 octobre. Alors nous avons la chance de réunir ce soir 4 experts pour en débattre. Un parlementaire très investi dans les discussions à l'Assemblée, le député Jean-Noël Barrot, bonsoir. La directrice des affaires juridiques à l'autorité des marchés financiers, Anne Maréchal, bonsoir. Un entrepreneur et émetteur de jetons, Barthélémy Rouher de la société WPO, bonsoir. Et un régulateur pionnier en la matière, Christopher Buttigieg, bonsoir, de l'autorité des marchés maltaise. Alors je vais d'abord me tourner vers le représentant du législateur, Jean-Noël Barrot, bonsoir. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Vous étiez un des rapporteurs de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi Pacte. Vous êtes également vice-président de la commission des finances de l'Assemblée. Alors, quelle philosophie a présidé à la création de ce régime? C'est le fameux article 26 de la loi Pacte. Et pourquoi avoir fait le choix de l'optionnalité qui a été très débattue? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. C'est Pierre Persson qui devait être là à ma place. J'espère que je ferai aussi bien que lui. Mais en tout cas, ça me permet de rendre hommage à mes collègues parlementaires qui se sont investis depuis 1 an et demi autour de ces questions liées à la blockchain et à son application financière, à travers différents rapports qui ont très largement enrichi la qualité des débats que nous avons pu avoir à l'Assemblée nationale. J'étais pour ma part rapporteur du volet financement de la loi Pacte. C'est donc l'interface entre le gouvernement et les parlementaires, et j'ai donc très largement pu bénéficier du travail qui avait été fait. Je salue également le travail que nous avons pu faire avec l'équipe du ministre de l'économie et des finances, qui était de très grande qualité, en lien avec l'AMF et la CPR. Et je crois que sur ce sujet-là, on a pu ensemble faire avancer les choses. Sur la question de fond, qui est celle de la régulation, ça a été dit à l'instant par M. Landau. Je crois qu'il y a une innovation majeure en matière de régulation qui est le caractère incitatif du visa qui est proposé. Je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens. On a encore assez peu de connaissances, en tout cas de connaissances universitaires et scientifiques sur le sujet. J'ai été voir en préparant à vos questions ce qui avait été fait. J'ai trouvé une étude qui vient d'être rendue publique par des chercheurs de Yale et de NYU qui s'est attachée à regarder les caractéristiques ou les prédicteurs de la liquidité des ICO. Et il y a 3 motifs ou 3 facteurs qui expliquent la liquidité, c'est-à-dire, disons, la qualité, le succès de ces ICO. Le premier, c'est la capacité de donner, en tout cas de la transparence, la voluntary disclosure, comme c'est dit dans l'annonce, c'est-à-dire les white papers qui accompagnent ces émissions et toutes les informations concernant l'usage des sommes. Donc plus le white paper est précis et détaillé, plus la liquidité à la sortie est importante. Le deuxième facteur, c'est toutes les manières dont l'entreprise peut s'engager, et notamment ses fondateurs via des processus de vesting. Il y a un certain nombre, apparemment, je ne le savais pas, mais des mécanismes de vesting d'un certain nombre de ces jetons qui, là aussi, garantissent le succès des ICO. Et enfin, c'est tous les signaux de qualité de l'entreprise, et notamment si oui ou non elle a reçu auparavant des investissements de venture capital, et si oui ou non ces créateurs ont eu des expériences de succès par le passé. Et donc à ce premier motif qui est la question de la transparence, je trouve que ce principe de la régulation optionnelle est très vertueux. Il adresse directement cette question de la qualité des ICO, et il a le mérite de créer une invitation
aux bonnes pratiques, puisque grâce au cahier des charges qui sera proposé par l'AMF, celles et ceux qui souhaitent se conformer au cahier des charges pourront bénéficier de ce visa et apparaître sur la liste blanche que maintiendra l'AMF et qui enverra un signal de qualité aux investisseurs qui pourront être donc rassurés et investir dans ces ICO. Et donc on évite l'écueil de ne rien faire, de fermer les yeux sur des pratiques qui se développent. L'étude précitée évoquait le chiffre de 18 milliards levés entre 2014 et 2018 par les ICO à travers le monde. Donc il s'agit de faire quelque chose, mais il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit trop contraignant, avec soit des interdictions, ou soit des tentatives peut-être vaines de rendre un visa obligatoire, ce qui conduirait sans doute les acteurs du secteur à essayer de contourner cette contrainte-là. Donc je trouve que cette régulation optionnelle, Monsieur le Président de l'AMF, est une très bonne chose et que peut-être pourra-t-elle inspirer d'autres formes de régulation sur d'autres sujets liés au marché financier. Alors, l'article 26 contient également des dispositions sur le droit au compte bancaire des émetteurs de jetons qui auraient eu ce visa optionnel de l'AMF. Ça a été un sujet très débattu à l'Assemblée nationale. Ce serait la Caisse des dépôts qui serait le dernier recours si les émetteurs de jetons auraient du mal à ouvrir un compte en banque en France. Apparemment, c'est un peu la croix et la bannière. Alors si Pierre Persson était là, il vous dirait oui, ça sera la Caisse des dépôts, mais comme ce n'est pas Persson, c'est moi qui vous dis que je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. En réalité, ce problème-là est un problème majeur. Peut-être que monsieur, vous pourrez le confirmer, mais ce qui a été, à mon avis, je dirais, le fruit ou le résultat le plus réussi de la discussion que nous avons eue avec l'AMF et avec le gouvernement, c'est la création de l'agrément pour les plateformes d'échange et de conservation. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas simplement en créant une obligation pour la banque concernée d'ouvrir un compte, puisque je dirais que les contraintes auxquelles elle est exposée ne disparaissent pas le jour où les députés lui disent qu'elle est obligée d'ouvrir un compte, mais c'est plutôt de créer un environnement qui va permettre à la banque de respecter ses obligations par ailleurs. Et donc ça passait par un agrément, là aussi optionnel, pour les plateformes. Et l'idée, c'est bien évidemment que de la même manière qu'on espère que les ICO viennent se loger en France en bénéficiant de l'incitation et de la liste blanche que mettra en place l'AMF, que de la même manière, on ait des acteurs français de l'échange de jetons, de la conservation qui se développent et qui permettent, je dirais, de rassurer les institutions financières qui seront plus à même ensuite à ouvrir les comptes en banque pour les entreprises. D'autant que, vous le savez, il y a tout un travail qui est fait sur les normes comptables et qui est en cours et qui va aboutir au mois de décembre et que nous sommes en train de discuter du cadre fiscal. Et donc, une fois qu'on aura voté définitivement la loi PAC qui aura été promulguée, on aura le statut des ICO, le statut des plateformes, le cadre comptable, le cadre fiscal, et dès lors, il y a fort à parier que les banques pourront rentrer dans la danse et que ces problèmes-là disparaîtront. Le calendrier, la promulgation de la loi PAC ça dépend du rythme auquel le Sénat, dans sa grande sagesse, examinera la loi. Alors, après le versant politique, je vous propose d'entrer dans la dimension plus technique avec vous, Anne Maréchal. Comment fonctionnera concrètement ce visa optionnel et quelle portée aura-t-il ? Alors d'abord, je voudrais dire qu'à travers ce mécanisme de visa optionnel très, très nouveau, il y a un double pari qui a été pris. D'abord de protéger, d'assurer une certaine protection des investisseurs. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, on pense qu'ils seront incités à investir sur ces projets qui auront reçu le visa de l'AMF, lequel apportera certaines garanties sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et on publiera une liste blanche, donc la liste des projets ayant reçu ce visa, qui sera donc connue du public. L'autre pari qui a été fait à travers ce mécanisme, c'est d'essayer d'attirer par ce visa les projets sérieux et les projets innovants pour ne pas passer à côté de l'innovation liée à la technologie de la blockchain qui est très prometteuse. Et on pense qu'on pourra les attirer avec ce visa parce que les acteurs bénéficieront grâce à ce visa d'un avantage compétitif absolument majeur qui pourront faire valoir d'ailleurs en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'un régulateur aura apporté une certaine caution de sérieux dans un monde où, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de fraude en matière d'ICO. J'en profite pour signaler que l'AMF va publier demain une étude faisant un bilan des ICO ayant été réalisés en France depuis 2017, donc une quinzaine d'opérations, un bilan très, très détaillé qui sera intéressant.
Alors, comment fonctionnera le visa? Eh bien, d'abord, je dirais en préalable ce que ce n'est pas. Le visa ne sera pas un encadrement dans la durée des ICO, ce sera encore moins une régulation d'une profession d'émetteurs de jetons. Non, ce sera donné par ICO, par opération, pour une offre particulière et spécifique. Je précise aussi que si les tokens offerts en contrepartie de l'investissement devaient avoir les caractéristiques d'un instrument financier, eh bien à ce moment-là, on basculerait dans l'application de la réglementation financière traditionnelle et on serait donc en dehors du régime nouveau dont on parle ce soir. Avec un prospectus. Avec un prospectus. Donc, pour obtenir ce visa optionnel dont nous parlons, eh bien, il y aura des conditions d'accès. La loi prévoit que pourront le demander des personnes qui auront constitué une société et qui auront un lien de rattachement avec la France. Le législateur a voulu que ça puisse profiter in fine par la création d'activités en France. Et donc, ces liens, il faudra que la société dispose d'un établissement ou soit immatriculée en France, ce qui ne ferme pas la porte à des sociétés de droit étranger pour autant. Donc, les conditions d'attribution du visa sont au nombre de 3. Il y a 3 grandes garanties qui ont été prévues par la loi pour pouvoir prétendre à obtenir le visa de l'AMF. Des dossiers d'instruction seront déposés auprès de nos services et nous vérifierons donc que ces 3 grandes garanties ont bien été apportées. Alors, de quoi s'agit-il? La première garantie qui est fondamentale, vous en avez parlé, c'est l'information. On protège l'investisseur par l'information, donc un white paper, un document d'information devra être établi et devra comporter des informations précises sur l'émetteur, la société constituée, les CV et le parcours des personnes qui sont derrière, qui est derrière l'ICO, qui est responsable de ce document d'information, et puis surtout des informations très précises sur le projet qui doit être financé, en quoi il consiste, ses différentes phases, pourquoi faire, de quel service on parle, de quel produit on parle, qu'est-ce qui va être financé, la technologie employée aussi. Et croyez-moi, il faudra que ce soit clairement expliqué, ce qui est parfois pas toujours le cas. Les projets sont souvent complexes. Élément fondamental, le document d'information devra décrire très précisément les droits attachés aux jetons. Ça, c'est très important puisque les droits attachés aux jetons sont de nature souvent mixte, de différentes natures. Donc, il faudra bien dire en quoi consistent ces droits et comment pourront être utilisés les jetons par les investisseurs. Est-ce qu'il s'agit d'un accès à une plateforme? Est-ce qu'il s'agit du paiement d'un service, etc. Autre élément, il faudra aussi indiquer des intentions en matière de cotation sur une plateforme du jeton attribué par la suite, ce qui assurerait une liquidité du jeton, et puis bien sûr les caractéristiques de l'offre. Et là, des éléments très importants comme le nombre de jetons émis, bien entendu, mais surtout les conditions préférentielles d'attribution des jetons qui sont souvent très différentes, notamment parce qu'il y a des phases de prévente où on attribue des jetons à des conditions préférentielles. Il faudra donc décrire ça de façon précise. Et puis enfin, une rubrique importante concernera les risques qui devront être détaillés, les risques liés au projet lui-même et les risques aussi de change par rapport aux monnaies officielles. La deuxième garantie importante prévue par la loi concerne la mise en place d'un dispositif de sécurisation des fonds. C'est la garantie la plus originale et qui est propre à ce nouveau texte. Évidemment, on veut essayer de rassurer les investisseurs sur le risque vis-à-vis du risque de fraude ou de vol, de risque que les fonds disparaissent après la levée de cryptoactifs. Et donc là, l'AMF vérifiera qu'un dispositif a été bien mis en place, mais on ne sera pas prescriptif sur le moyen technologique de le prévoir parce que ça pourrait se faire sur la blockchain elle-même via des smart contracts, des wallets, des multiclés, etc. Donc on ne va pas être trop prescriptif à cet égard, mais on vérifiera donc que quelque chose de sérieux a été mis en place.
Et enfin, la troisième garantie prévue par la loi pour pouvoir bénéficier de ce visa est le respect des règles en matière de blanchiment, de lutte contre le terrorisme. Donc là, la loi a prévu spécifiquement l'application de cette réglementation anti-blanchiment par les personnes ayant obtenu un visa dans le cadre des souscriptions de l'offre. Donc cette loi s'appliquera. Et par ailleurs, l'AMF vérifiera dans le cadre de son instruction qu'un dispositif de KYC, de connaissance du client, sérieux, a bien été prévu. Éventuellement, on demandera des attestations pour nous en assurer, de façon à connaître autant que possible l'origine des fonds. Donc voilà rapidement brossé les grandes garanties qui sont demandées. Et donc j'en viens maintenant à la portée même du visa. Et c'est très important de bien comprendre que l'AMF ne garantira en aucune façon le succès du projet. Elle ne fait d'ailleurs pas aujourd'hui en matière d'introduction en bourse, et encore moins la solidité de la technologie ou du code de la blockchain, ce n'est pas son métier. L'AMF, à travers ce visa, garantira simplement, mais c'est énorme quand même, que les garanties dont je viens de vous parler ont bien été apportées et qu'elle en a vérifié le sérieux et les termes. Est-ce qu'il y aura des sanctions qui sont prévues en cas de manquement? Et est-ce qu'il y aura une sorte de liste noire, le pendant de la liste blanche de ceux qui auront le fameux label? Oui, alors la loi donne une compétence à l'AMF en matière de sanctions, à la fois pour contrôler ces opérations et pour les sanctionner via la commission des sanctions, dans l'hypothèse où ces personnes sont rentrées dans la procédure dont on vient de parler, bien entendu. Et donc elle pourrait infliger des sanctions. Il est également prévu que l'AMF puisse retirer le visa à titre définitif ou bien tant que la personne ne remplit pas les conditions qu'elle s'était engagée à remplir. Et puis aussi, l'AMF, et c'est important, je crois, aura un pouvoir de communication générale qui pourra, et notamment dans l'hypothèse qui peut tout à fait se présenter de quelqu'un qui se prévaudrait d'un visa qu'elle n'aurait pas obtenu, ou bien qui en exagérerait la portée. Un petit mot sur le calendrier, peut-être, puisque vous êtes en train de rédiger le règlement général. Alors, tout dépend aussi de la promulgation de la loi PACTE, bien sûr. Alors, nous sommes en train de travailler sur les textes d'application. Ces textes d'application, c'est le règlement général de l'AMF qui va détailler les garanties dont je vous ai parlé. Et des instructions, sans doute, aussi seront nécessaires pour aller encore plus dans le détail. Notre objectif, c'est d'être prêt aussi tôt que possible après la promulgation de la loi. D'accord, merci. Alors, pour savoir ce que pensent les émetteurs de jetons ou les candidats à une ICO, je vais me tourner vers vous, Barthélemy Rouher. Donc, vous êtes cofondateur et directeur général de WPO. En résumé, vous émettez des certificats d'énergie renouvelable sur la blockchain? C'est à peu près ça? Bonjour Delphine, bonjour à tous, merci beaucoup. Effectivement, alors nous sommes WPO, une société qui avons 10 ans d'existence. Nous faisons partie de ces sociétés qui envisageons, comme M. Landau l'a indiqué, la très probable tokenisation de l'économie. Nous avons 10 ans d'existence et on se projette sur les 10 ans qui viennent en convertissant notre business model traditionnel avec la blockchain, qui est un outil, qui est un code informatique, qui est une technologie, mais qui vient, comme ça a été évoqué aujourd'hui, apporter des nouveaux concepts financiers et de financement. Notre sous-jacent, puisqu'il s'agit bien d'un business concret, c'est le certificat, en l'occurrence ici, un certificat de production d'énergie renouvelable. Donc vous avez lancé une ICO privée en juin, vous comptez l'ouvrir, faire une ICO publique dans les semaines qui viennent, je crois. Pourquoi avoir choisi de faire une ICO plutôt qu'un refinancement, un autre MBO, puisque vous avez fait 2 MBO, voire une introduction en bourse, puisque vous avez plusieurs années d'existence, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires? Alors effectivement, s'il s'agissait de trouver un financement traditionnel, le monde d'aujourd'hui permet ce financement, surtout lorsque la cotation Banque de France de notre société est tout à fait correcte. Au 31 décembre, on était G3. Il serait possible, mais ce n'est pas suffisant. Pour se projeter dans l'avenir, pour construire le monde de demain, je nous remets dans le cadre des accords de Paris. Le Concert des Nations a acté le fait que pour accélérer la lutte contre le changement climatique, il faut
plus d'énergie renouvelable. Plus d'énergie renouvelable, et le corollaire à ça, c'est moins cher. Et nous avons donc un objectif qui est véritablement, pour nous, à notre échelle, de baisser le coût de l'énergie. Et charité bien organisée commence par soi-même, nous allons commencer par baisser notre coût opérationnel qui participe au coût de l'énergie. C'est bien plus ambitieux que simplement de se refinancer. Il s'agit de permettre aux investisseurs aujourd'hui, vous parlez d'ICO, Delphine, je parlerai plutôt de TBO. C'est bien plus ambitieux que de se refinancer. Il s'agit de donner à l'investisseur la possibilité d'investir sur un business tokenisé. TBO, Tokenized Business Offering. Et effectivement, il y a un sous-jacent solide et concret qui est notre activité depuis 10 ans et notre travail sur aujourd'hui 4 milliards d'euros d'actifs renouvelables en fonctionnement. Est-ce que c'est plus rapide, moins cher? Est-ce que c'est une base d'investisseurs plus large, plus internationale? Alors, est-ce que c'est plus rapide, moins cher? Non. Je crois que les personnes présentes dans cette salle savent que pour lever 1 euro, soit qu'on le vend, soit qu'on le finance, 1 euro prend un certain temps. C'est une valeur, c'est une mesure de la richesse. Dans une logique, pour nous, de pérennisation de notre activité et d'accompagnement de la transition énergétique, il s'agit d'être sérieux, il s'agit d'être irréprochable. J'anticipe un petit peu sur votre point. Pourquoi la France? Parce que justement, la démarche du régulateur est de faire non pas de l'ICO ou de la crypto une aubaine, mais un espace, je parle bien d'un espace, demain un écosystème irréprochable. Et donc ça prend du temps, mais la démarche un petit peu itérative, l'accueil que nous ont fait les administrations, j'étais déjà un entrepreneur content en France, mais et personne ne me paye à dire ça ce soir, je vous assure que l'ouverture d'esprit, la bienveillance qui accompagne les questions de l'ensemble, par exemple, de l'AMF qui nous accueille, de la Banque de France, du MINEFI, le SFE, la DLF, notre ministère de tutelle, la DGEC, est extraordinaire. Cela dit, l'énergie dans laquelle nous évoluons, cette électricité qui nous éblouit, depuis toujours, elle est réglementée. Nous sommes dans un écosystème totalement régulé, stratégique et réglementé. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Au contraire, nous appelons de nos voeux quelque chose de clair, à terme une colonne vertébrale. Vous disiez, Delphine, nous sommes aujourd'hui dans une ICO privée, puisque les gens qui nous connaissent, nos clients, investissent sur ce projet, accèdent à notre vision et nous la permettent. De ce point de vue-là, c'est la continuité d'une activité. C'est une ICO dite privée. Mais demain, lorsque ce visa optionnel nous est accessible, on osera basculer dans le public, puisque ça nous économisera, en plus de tout ce qui est dit de ces garanties d'information et de transparence, ça nous économisera toute une évangélisation qui n'est vraiment pas du temps bien utilisé lorsqu'il s'agit de convaincre d'une vision business. Comprenez-vous? Il y a l'ICO et la crypto, c'est une chose, j'aimerais que ça devienne vite un prérequis de compréhension pour ensuite parler vraiment de business et créer de la richesse. Donc vous avez déjà répondu à ma question de savoir pourquoi avoir choisi la France, puisque vous êtes présent dans plusieurs pays. Vous auriez pu choisir la Suisse, comme d'autres porteurs de projets, le Luxembourg ou Malte, le plus petit État de l'Union européenne, qui a été pionnier en matière de régulation des offres au public de jetons. Christopher Buttigieg, bonsoir. Donc vous êtes directeur de la division supervision des marchés et titres financiers à la Malta Financial Services Authority. Une loi spécifique a été votée en juillet, le Virtual Financial Assets Act, qui est entré en vigueur début novembre, c'est tout récent. Dans quel contexte a été votée cette loi? Quels étaient les objectifs de cette loi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ICO à Malte? Thank you very much, Delphine. I would like to start by thanking Robert for inviting me here. I'm very lucky to be here amongst this distinguished audience in this very nice building. So I've been asked to give you a summary of the work of the past 14 months in 5 minutes, which is quite a challenge. The government of Malta decided to establish another pillar of our economy. The economy is largely based on services,
And technology, the government basically decided to focus more on technology. As a result of that decision, we were seeing a number of companies, exchanges and ICOs coming to the island. And the Board of Governors of the MFSA is the equivalent of the AMF in Malta, decided that we needed to have a regulatory framework in place to ensure that there is proper investor protection, proper market integrity, and also financial soundness in this field. That led to a process where we started working on a regulatory framework. The regulatory framework is mandatory, so that's probably one of the biggest differences between the regulatory framework in France and the regulatory framework in Malta. So anyone wanting to provide the services of an exchange or to provide the services of an investment advisor or portfolio manager in the field of crypto assets needs to have a license from the MFSA. Again, anyone wanting to issue an ICO on the island requires a license from the MFSA. So the system is mandatory. We have a primary act, which was adopted by Parliament, as Delphine mentioned, way back in July. It came into force now on the 1st of November. And the act covers ICOs, license holders, including exchanges, wallet providers, and other types of license holders. So the idea has been, and that's the way it's been implemented, to cover all areas of the ecosystem, including also the technology. The government decided to establish a technology regulator, the Malta Digital Innovation Authority. And the technology regulator will be looking into the underlying technology. So whilst we, the MFSA, will be looking at the governance, we will be looking at the transparency, we will be looking also at the conduct and prudential frameworks of these entities. We've got the MDIA that will be looking at the underlying technology, and we'll be seeing that the underlying technology will deliver what is promised in, for example, in the context of an ICO, what is promised in the white paper. Ça, si So we're trying. Si je me permets de vous couper, c'est une des grandes originalités de votre réglementation, c'est de créer une obligation d'audit des systèmes, d'audit de la technologie, des plateformes et des émetteurs de jetons. Et vous avez mentionné la Malta Digital Innovation Authority qui a été nouvellement créée, avec laquelle vous devez vous coordonner. Comment ça va se passer concrètement? So in a concrete way, where a company wants to issue an ICO, it will first have to engage what we're referring to as a VFA agent. These are agents for these type of companies that are either lawyers or accountants that have been authorized by the MFSA for this purpose. We are authorizing these accountants and these lawyers in order to ensure that they have competence in this field. Because the agent of the ICO has, in our regime, a very important role. The role of acting as a first filter. The role of carrying out a fit and proper test on the client. The role of submitting an application to the MFSA on behalf of the ICO or the exchange. So that's probably the first thing that the company would need to do. Then it would need to engage a systems auditor approved by the MDIA. Systems auditors will have the role of looking into the technology and issuing an opinion on the technology and whether the technology will deliver what is being said that it should deliver in the white paper. In addition, the systems auditor will also be looking at cyber risk and will be ensuring that the system is robust and that the requirements on cybersecurity are satisfied. So that's in a nutshell how the system will work. We will be authorizing the VFA agents. We will be also approving the white papers. MDIA will be approving systems auditors.
which we will be relying on. So we will be relying on the opinions of these systems auditors. Et vous avez créé aussi des licences spécifiques. Sorry, can you repeat the question? Sure. Vous avez créé aussi des licences spécifiques pour tous les fournisseurs de services liés aux actifs numériques, les wallets, les plateformes, qui doivent, c'est là aussi des licences obligatoires, qui doivent absolument s'enregistrer auprès de vous. Vous avez de grands acteurs des plateformes, Binance, OKEx, qui ont installé des bureaux à Malte. C'était devenu indispensable d'avoir ces licences? To begin with, I'd like to clarify that there have been no exchanges that have been licensed so far. The regime came into force on the 1st of November. My name is Christopher, yes, but I'm not Jesus Christ. I can't do miracles. So we've got, the framework came in place on the 1st of November. First, we will be licensing the VFA agents. And once we have licensed the VFA agents, then the VFA agents will be authorized to submit applications on behalf of ICOs and exchanges. So there's a whole process that needs to take place. We've got a regulatory framework for exchanges and other license holders. Our regulatory framework, as previous speakers have mentioned, is very important that the frameworks that we apply in this area are very much proportionate, given that this business is new business. It has never been regulated in the past. So we can't move from a situation of no regulation to a rules-based approach. So we've decided to apply a principles-based approach. We have taken high-level principles of EU law in the field of capital markets. So the Markets and Financial Instruments Directive, the Prospectus Directive, the Transparency Directive, the Market Abuse Regulation, and we're applying them to this field in order to achieve a certain degree of investor protection and also market integrity. Another very important point is anti-money laundering, as specified by previous speakers. There are several reports out there which speak about bitcoins and other cryptocurrencies used for anti-money laundering. And as a result, we have focused a lot on this field to try and create a framework which addresses the AML concerns. To begin with, there's the role of the VFA agent, as I mentioned before. The VFA agent will be the first filter that will be carrying out the fit and proper checks, not only from a regulatory point of view, but also from an anti-money laundering point of view. There is also the requirements that we've set on ICOs and exchanges that are designated as subject persons in terms of our anti-money laundering legislation. And we have extended what there is in the 5th Anti-Money Laundering Directive. So we have gone beyond what there is in the 5th Anti-Money Laundering Directive because we are requiring due diligence to take place not only with regards to fiat to crypto exchanges, but also with regard to crypto exchanges. There are facilities available. There are technology companies that are providing mechanisms for due diligence for crypto to crypto. A number of them are American. There are also European companies. And we are requiring the firms that are applying for a license in Malta to have these systems in place. Another aspect of our work has been the work that we have done jointly with our Financial Intelligence Analysis Unit, because we have come up with a set of sector-specific guides for ICOs and exchanges to satisfy the anti-money laundering requirements in their area. So this is, in a nutshell, what we have done, and also how we've addressed the AML concern. One point I'd like to make, which was mentioned by a previous speaker, is the issue of banking. This is probably, I believe, the biggest issue. And when I heard that the French were introducing this requirement to force the banks to open bank accounts, I said, wow, they're very courageous people to do so.
I think the solution is, as the Member of Parliament said, rather than forcing the banks to open accounts, which I don't know how it can work in practice, is having robust regulation in place to give comfort to the banks that this area is properly regulated. Because once the banks will have that comfort, then they will be more amenable to start opening accounts for this kind of business. Une dernière question. Je sais que ce n'est pas votre domaine d'expertise, Christopher, mais Jean-Noël parlait de fiscalité tout à l'heure. Est-ce que Malte a décidé une fiscalité attractive en matière de cryptoactifs et d'ICO précisément? I'm a financial regulator, I'm not a taxman. I studied tax when I was at university around 15 years ago, but my knowledge on tax is very weak. I know that the Inland Revenue Department is looking into crypto assets and the way they should be treated under tax law given their nature, so whether they're a financial instrument or an instrument of payment. But I can't give you those details. That's a shame. I'm sorry. Peut-être avez-vous envie de réagir à ce que disait Christopher? Anne, est-ce que cette idée d'audit technologique, c'est une piste de réflexion à l'AMF? Peut-être. Pour l'instant, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'experts reconnus ou agréés qui nous permettraient de nous donner des attestations, notamment sur la cybersécurité, sur la solidité du code, sur la blockchain, etc. Et peut-être que si ces métiers se structurent, nous pourrons avoir dans nos dossiers d'instruction des attestations d'experts. Et ça nous aiderait sans doute considérablement pour rassurer les investisseurs sur ces aspects qui sont assez fondamentaux. Je reviens juste une seconde sur l'ouverture, enfin le droit au compte. Je crois que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il nous a déjà été confirmé que l'attribution du visa permettra de rassurer les banques et devrait faciliter les ouvertures de comptes. Oui, Barthélemy. Sur ce sujet, effectivement, en tant que porteur de projet, il est à différencier une société préexistante avec un historique bancaire, avec effectivement déjà des opérations de levée de fonds, des MBO, de financement bancaire ou autres, et finalement la start-up qui, de toute façon, même dans l'ancien monde, allait avoir des difficultés pour ouvrir un compte. Il revient toujours au banquier de connaître son client. Ce client doit lui inspirer confiance au travers d'une histoire, éventuellement d'une expérience, mais le problème de la confiance n'est pas celui de la blockchain. Derrière, effectivement, il faut faire valoir un sérieux, il faut faire valoir des tests. Le même problème que celui que vous indiquiez tout à l'heure sur l'audit d'une blockchain se pose au niveau du porteur de projet. La technologie va évoluer, les risques sont là, les opportunités les accompagnent. Le compte bancaire, vous pouvez voir des majors bancaires aujourd'hui se positionner sur la blockchain. Et la tokenisation de l'économie est en cours. Bien évidemment, il va y avoir des échecs, mais il va surtout y avoir de formidables réussites et la France a une position de leader. En plus de ça, elle est leader dans un champ bancaire qui, de mon point de vue d'entrepreneur, fait honneur plutôt à notre industrie. Bien évidemment, lorsqu'on rencontre son banquier aujourd'hui, il faut le convaincre d'un projet. Et il faut apporter des preuves. Mais le métier d'entrepreneur, c'est ça au quotidien. Donc rien de neuf sous le soleil. Et par contre, avoir les bons interlocuteurs, les bons guichets, construire un bon écosystème et bien évidemment que cet écosystème soit critique sans être sceptique est le fondamental. Là-dessus, effectivement, aucun problème pour trouver un banquier, pour trouver un partenaire, parce que ça fera envie. Voilà. Bon, ce sera peut-être le mot de la fin, ou est-ce qu'un dernier mot peut-être sur la place que peut avoir l'Europe entre les géants américains et les géants chinois, japonais sur le marché des cryptoactifs? C'est pour ça qu'il nous faut une réglementation attractive, incitative, assez souple? Oui, alors ça ne s'arrête pas simplement aux ICO, puisque dans la loi Pacte,
il y a énormément de dispositifs qui sont mis en œuvre pour que la place financière de Paris, au moment du Brexit, soit attractive à tous les points de vue. Et quelles que soient les entreprises qui cherchent à se financer, quelles que soient les institutions financières qui veulent se développer en Europe continentale, elles choisissent la place de Paris par rapport à la place de Francfort. Et puis sur la question de la régulation, effectivement, on va au-delà il faut aller au-delà de la loi Pacte, il faut aller au-delà du projet de loi de finances qui met en œuvre là aussi un certain nombre d'idées qui avaient été discutées dans le cadre de la loi Pacte, puisque la prochaine étape, ou ce qui nous attend dans les toutes prochaines semaines, c'est la question on s'éloigne un peu des ICO, mais de la taxation des géants du numérique qui aujourd'hui échappent très largement à l'impôt. Il y a des discussions dans le cadre de l'OCDE qui sont en cours pour qu'on puisse à terme avoir une fiscalité au niveau des résultats. Mais en attendant ça, le ministre de l'économie et des finances, qui nous rejoindra tout à l'heure, a poussé très fort pour qu'on puisse adopter dès l'année prochaine une taxe sur le chiffre d'affaires de 3%. Nous sommes très nombreux à l'Assemblée nationale et au-delà à espérer vivement que l'Allemagne et les quelques pays qui résistent encore suivent ce mouvement-là pour que nous puissions montrer que l'Europe sait protéger ses intérêts et protéger les citoyens quand il s'agit de fiscalité et de justice fiscale. Et la blockchain et les cryptos sont des enjeux de souveraineté. Je pense que c'est un sujet dont Bruno Le Maire parlera aussi également. Est-ce que le ministre est arrivé? On me fait signe. Encore? Bon, alors, allez-y, Christopher, vous vouliez réagir? One point I'd like to add is that this is international business. So far, few countries, France, Malta, Japan, and some few others have decided to regulate this field. Others are considering banning, others are considering whether to regulate or not. There's still a lot of undecisiveness out there. So I believe we need to be pushing for a more European approach rather than a national approach in this area, including a European approach which would provide for cross-border business and also which would create the European brand in this field. National for the time being is good, but I believe that in the future we need more of the European. Because without the European, I think we stand to lose internationally when other jurisdictions will grow in this field. Il me semble qu'il est précisé d'ailleurs dans la loi Pacte que ce dispositif sur les ICO est plutôt temporaire en attendant qu'il y ait finalement une réglementation européenne qui se saisisse plus largement des cryptos. Non, ce n'est pas précisé s'agissant des ICO, c'est précisé s'agissant de la réglementation des plateformes, du marché secondaire. Qui sera le thème de notre deuxième débat. Mais je ne vois toujours pas de ministre. Le ministre a un petit peu de retard. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions dans la salle, peut-être? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des micros? Alors, je vois une main par ici. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro, monsieur? Par ici. Merci de vous présenter. Je suis fondateur de la bourse avec.com, je suis ancien porte-parole de la COP, voilà, c'est quand même le ramène au XXe siècle, pour ceux qui sont dans la salle et qui ont connu la COP. Le débat sur les ICO aujourd'hui, sur le rôle de l'AMF, paraît pertinent, mais est-ce qu'il ne va pas falloir à l'AMF, au-delà de l'aspect financier, recruter des ingénieurs? Moi, j'ai interviewé récemment un investisseur dans la blockchain. Ce qu'il disait, c'est que finalement, son équipe, elle est en train de se renforcer avec des ingénieurs pour comprendre effectivement ce type de projet. C'est peut-être un sujet qu'on posera tout à l'heure à Domitil de Sertine, la directrice de la division FinTech, Innovation, Compétitivité de l'AMF. Mais Anne,
Nous souffrons d'un manque de moyens terrible. Ça va être très difficile de recruter beaucoup d'ingénieurs. Néanmoins, il y a des recrutements en cours et nous avons la chance d'avoir déjà aussi quelques personnes qui sont capables de comprendre les enjeux techniques. Néanmoins, encore une fois, l'AMF ne sera pas techniquement en première ligne sur ces sujets. Elle devra comprendre les projets, être capable de vérifier si une attestation nous est donnée, mais elle ne sera pas, on n'aura pas besoin d'avoir des compétences extrêmement pointues directement à l'AMF pour aller vérifier la technologie elle-même. Merci à tous. Je vois que... Monsieur le maire, c'est à vous.